Madame Thuillier, je vous cède la parole pour le mot de bienvenue. Merci beaucoup, Anne. Donc, bienvenue tout le monde à cette séance d'information du troisième budget participatif de l'arrondissement Antique-Cartierville. Très heureuse que vous soyez avec nous. Donc, on a créé le budget participatif là, il y a déjà quelques années. Et le budget participatif, c'est vraiment un processus par lequel on peut faire des projets. Parce qu'il n'y a pas de mécanisme là, dans le milieu municipal où on peut, comme citoyen ou même comme élu, là, déposer des projets, les travailler avec la fonction publique aussi, c'est ça qui est très, très intéressant, et ensuite les voir se réaliser. Il y a plusieurs budgets participatifs et d'ailleurs, c'est pour ça que l'arrondissement continue à travailler avec le Centre d'écologie urbaine de Montréal. Donc, on a Anne et Olivier aujourd'hui avec nous. Le 15 septembre dernier aussi, on s'est rencontrés à l'initiative du Centre d'écologie urbaine avec d'autres municipalités du Québec, des municipalités aussi de la France, pour faire de plus en plus de liens avec des budgets participatifs ailleurs dans le monde, échanger des bonnes pratiques, des meilleures pratiques aussi, parce qu'il y a plusieurs choses sur lesquelles on peut changer, là, des critères ou des façons de faire. C'était très, très intéressant. Donc, je suis très fière là, que Antique-Cartierville soit dans la tête de liste, comme on peut dire, au Québec, en tout cas, pour les budgets participatifs. Et c'est grâce à vous, parce que s'il n'y a pas de citoyens, il n'y a pas de budget participatif. Alors vraiment, je vous invite à vous approprier cet outil. On n'est pas très nombreux aujourd'hui. Peut-être qu'il y en a qui connaissent beaucoup ça et qui pensaient que c'était peut-être pas nécessaire de venir, mais je vous invite à en parler autour de vous pour que quand on fasse là, les séances, pardon, excusez-moi, tout ça en même temps, pour qu'on fasse les séances de collecte d'idées, qu'on soit très nombreux et nombreuses. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Puis, je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Merci beaucoup, Madame Thuillier. Donc, je me présente. Mon nom, c'est Anne Gauthier du Centre d'écologie urbaine de Montréal. Je vais animer la séance d'information ce soir avec le soutien de Nathalie Francis de l'arrondissement qui coordonne le budget participatif. Et donc, le Centre d'écologie urbaine, on est un organisme à but non lucratif qui accompagne l'arrondissement pour son budget participatif. Donc, nos objectifs ce soir, c'est de vous informer sur la troisième édition du budget participatif, parce que c'est la troisième fois que la démarche a lieu dans votre arrondissement. Donc, on va voir ses spécificités, aussi les critères d'admissibilité des idées qui sont, si vous avez participé aux premières éditions, sensiblement les mêmes, avec quelques précisions là, sur certains. Introduire aussi la collecte d'idées, parce qu'elle est débutée. Donc, on va vous informer là-dessus. Excusez-moi, voilà. Donc, on va commencer par parler de c'est quoi un budget participatif, après comment il s'incarne dans Antique-Cartierville. Et au niveau de la troisième édition, vous pourrez poser vos questions à ce moment-là. Puis, on va parler de la collecte d'idées. Il y aura une deuxième période de questions, puis on va clore la séance. Donc, à 8h30 qu'on va la clore. Juste pour faire un petit brise-glace pour savoir qui est ici en ce moment, je vous inviterai à écrire par l'outil de discussion votre nom, si vous êtes ici en tant qu'habitant du territoire ou représentant d'un organisme, et si c'est la première fois que vous participez ou si vous avez pris part à la première ou aux deux premières éditions. Je vous laisse quelques minutes pour vous indiquer qui est présent ce soir, si vous avez envie de jouer le jeu. Donc, bonsoir, Élie, donc citoyen d'Antique-Cartierville. Et c'est la première fois que vous participez. Bien, vous êtes le bienvenu, absolument. Vous allez en apprendre beaucoup ce soir sur la démarche. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite répondre aux questions? Louis Morin, résident, première participation. C'est super, bienvenue. Elisabeth, je ne vais pas lire les noms de famille, je pense, vu que c'est enregistré. Donc, membre, je pense que c'est une meilleure idée, membre du Conseil jeunesse d'Antique-Cartierville. Première fois aussi, c'est super, on a beaucoup de premières fois. Puis, représentante là, du Conseil jeunesse, c'est super. Ça va enrichir la participation des jeunes. Diane, première fois aussi, enchantée. Marie, première fois aussi. Bon, ben c'est super. Donc, on va vous donner toute l'information requise. Et Éric, qui participe
qui a déjà participé. Donc, si j'ai besoin d'aide, Éric, vous allez pouvoir m'aider à répondre aux questions. Parfait. Allons-y, continuons. Donc, le budget participatif. On va commencer par se demander c'est quoi. Donc, c'est un processus qu'on dit démocratique décisionnel où les citoyens et les citoyennes décident comment sera dépensée une partie d'un budget public. Donc, un budget public parce que ça a commencé au niveau des villes, à Porto Alegre au Brésil, cette ville-là, le maire a décidé de mettre une partie du budget de côté et c'est les habitants de cette ville-là qui ont décidé comment le dépenser. Donc, si vous voyez dans les étapes, en fait, la population propose des idées de projets et il y a une sélection et donc il y a des projets qui sont mis au vote et c'est les projets retenus par le vote qui sont donc financés par l'enveloppe. Donc, c'est comme ça que la population participe à l'affectation d'une partie du budget. On dit tout le temps une partie d'un budget public parce que même à Porto Alegre, quand c'est né en 89 et qu'au fil du temps, la population a décidé sur une toujours plus grande part du budget, ça n'a jamais été 100% du budget parce que les frais fixes là, des villes là, pour payer des salaires, des frais courants fixes ne sont jamais mis à la décision. Donc, à Antique-Cartierville, c'est 350 000 cette année qui sont dédiés à la démarche, donc à la décision publique. Donc, budget public, mais aussi ça peut être toute organisation, institution qui a un budget, donc et qui veut mettre une partie de son budget de côté pour que les employés, les clients, les membres décident comment le dépenser. Donc, il y a eu un organisme à Rouyn-Noranda cette année qui a fait un budget participatif. Un processus démocratique décisionnel parce qu'il y a un vote et donc, par le vote, la population vraiment décide comment dépenser l'argent. Donc, plutôt que des experts qui vont décider comment investir. Et décisionnel parce que les projets votés sont réellement réalisés dans les 2 ans suivant le vote dans ce cas-ci. Donc, je vais juste revenir donc, sur les étapes. La première étape, c'est une collecte d'idées donc, qui a lieu en ce moment et dont on va vous donner les détails précis un peu plus loin dans la présentation. Et donc, on vous invite à soumettre vos idées de projet. Il y aura ensuite un tri qui sera fait par les professionnels de l'arrondissement sur la base des critères d'admissibilité des idées de projet qu'on va vous présenter aussi. Et après, on va travailler avec les idées qui sont admissibles, donc qui répondent aux critères. Puis, collectivement, dans des ateliers, vous allez prioriser les idées qui, selon vous, auraient un plus grand impact pour la communauté d'Antique-Cartierville. Et vous allez développer des projets à plusieurs. Et il y aura une deuxième analyse faite par les professionnels d'arrondissement pour savoir quels projets sont faisables au niveau technique, budgétaire et légal. Puis, ça permettra d'établir la liste des projets allant au vote et vous serez invité à voter. Puis, une fois les résultats sus, les réalisations des projets commencera dans les 2 prochaines années. Donc, un exemple, on a mis les 2 premières éditions ensemble. C'était 250 000 par an. Donc là, si vous avez bien suivi, c'est 350 000 cette année. Donc, le budget a augmenté de 100 000 donc, en tout, c'est les premières et deuxième années, donc c'est un 500 000 qui a été rendu à la décision publique. Et donc, c'est en tout 162 idées qui ont été collectées, à peu près 80 par année. 31 projets en tout qui ont été développés et 22 soumis au vote. Donc, c'était vraiment 11 idées soumises au vote à la première édition et 11 à la deuxième. Et 6, donc 3 par année projets qui ont été réalisés. On va revenir sur ces projets-là. Donc, l'esprit, la logique du budget participatif, c'est vraiment l'intelligence collective et la collaboration pour transformer nos milieux de vie. Donc, on parle de beaucoup d'idées et on va les sélectionner à plusieurs. Je dis « on », mais moi, j'en fais pas, je ne fais pas en faire partie, c'est vous.
vous allez les sélectionner à plusieurs et vous allez les développer ensemble. Donc, c'est vraiment, on fait affaire au savoir citoyen, les savoirs d'usage qu'on appelle. Donc, vous connaissez vos milieux de vie, vos quartiers, les espaces que vous aimez fréquenter, vous en connaissez les obstacles, vous avez des idées pour y faire face. Donc, vraiment, on va aller générer des discussions collectives pour arriver avec des projets qui ont un impact. Aussi, c'est une collaboration avec donc l'arrondissement. Les professionnels de l'arrondissement sont présents là, pour vous appuyer dans les ateliers en vous laissant toute la place pour vraiment vous aider à faire des choix éclairés. Et donc, c'est un entonnoir. Donc, comme vous avez vu, il y a beaucoup d'idées qui sont reçues. Il y a un tri qui est fait pour savoir lesquelles sont admissibles. Puis, il y a un nombre plus restreint de projets développés et mis au vote. Donc, c'est vraiment un processus d'entonnoir pour savoir toujours qu'est-ce qui est admissible dans nos critères et faisable. Et ce n'est pas un concours. Donc, nous, on évite de dire le projet gagnant ou c'est mon idée. C'est vraiment, une fois que les idées sont reçues, elles sont rendues anonymes et sont développées collectivement. Donc, peut-être que votre idée est vraiment a fait tout le processus et on vous le souhaite, mais il va y avoir des gens qui vont avoir travaillé avec vous pour la bonifier. Donc, c'est pas, on ne parle pas de concours, c'est vraiment un processus d'intelligence collective. Donc, c'est vraiment des idées par et pour les Unsiquois. Donc, pourquoi le budget participatif? Bien, c'est une réponse aux défis démocratiques. Donc, on le sait actuellement, les taux de vote sont historiquement bas. Il y a de la perte de confiance. Certains groupes de la population qui ne votent pas. Bien, le budget participatif vient créer une démarche démocratique nouvelle. Donc, vraiment, pour faire ouvrir un dialogue entre les élus qui ont de la vision des orientations à venir pour l'arrondissement, les fonctionnaires qui ont l'expertise technique au niveau de ce que l'arrondissement peut faire et peut pas faire, et comme je vous l'avais dit, les habitants et habitantes du territoire qui vivent le milieu et qui ont vraiment une expertise d'usage. Et on vient faire dialoguer ces trois savoirs-là dans la transformation de nos milieux de vie. Et donc, c'est une démarche plus informelle qui ouvre la démocratie au-delà du vote aux 4 ans, donc qui nous permet de participer là, entre les élections à la décision publique. La provenance des budgets, c'est important de l'expliquer pour savoir quel type de projet vous pouvez proposer. Donc, les villes sont financées par deux grandes enveloppes. La première, c'est le programme triennal d'immobilisation ou budget d'investissement qu'on dit. Donc ça, en fait, la ville emprunte pour pouvoir aménager la ville, donc faire les constructions, aménager une nouvelle place publique ou équiper, par exemple, un parc de nouveaux buts de soccer. On est vraiment dans du bâti, dans du concret, comme nous quand on emprunte pour refaire notre toit, par exemple. Et il y a le budget de fonctionnement qui couvre les opérations courantes des villes, donc les salaires des employés, le coût d'un événement ponctuel. Donc là, on n'est pas dans vraiment la construction, là, les grands aménagements, les projets durables. On est dans les frais courants, comme par exemple, nous, quand on paye notre épicerie à chaque semaine. La plupart des budgets participatifs sont financés par le programme triennal d'immobilisation, ou maintenant, on l'appelle programme décennal d'immobilisation dans certains lieux. Et donc, ça faisait en sorte que la population pouvait juste proposer des projets d'infrastructures, comme par exemple, et d'équipement, comme aménager une nouvelle place publique et l'équiper de mobilier urbain. Ce qui est le fun dans Antiquartier-Ville, c'est qu'on est financé par le surplus budgétaire, des surplus des autres années qui donnent accès aux deux types de budgets, aussi à l'opération. Donc, vous n'êtes pas limité, vous pouvez proposer autant des aménagements comme un nouveau terrain de volleyball, plus de bancs, etc., que des cours de yoga pour aînés, des prestations théâtrales dans les espaces publics, des ateliers de sensibilisation, ce qui requérait
sûrement le salaire d'une ressource humaine, par exemple. On va illustrer tout ça après avec des exemples, donc ça va devenir plus concret, puis il y aura la période de questions si jamais ça reste nébuleux. Donc, le budget participatif d'UNSIC-Cartierville, c'est d'initier la population à la vie démocratique municipale. Donc, c'est un processus éducatif, le budget participatif. On apprend sur comment la ville fonctionne, comment les fonctionnaires gèrent des projets, font des choix déchirants en cours de route, quand ça ne rentre pas dans leur budget, comment développer un projet. Vous impliquer dans l'amélioration de votre milieu de vie en faisant appel à votre créativité puis à vos connaissances, votre expertise d'usage, comme je le mentionnais, et créer un sentiment d'appartenance dans les quartiers, favoriser la cohésion sociale. Donc, le territoire que ça couvre, c'est tout l'arrondissement d'UNSIC-Cartierville. Donc, ici, vous voyez en gris foncé la ville de Montréal et ses 19 arrondissements. En gris pâle, ce sont les autres villes sur l'île de Montréal. Donc, c'est vraiment, les projets doivent se situer dans l'arrondissement UNSIC-Cartierville. Donc, qu'on voit ici un peu plus zoomé. Donc, c'est vraiment les quartiers Sourd-Récollet, UNSIC, Saint-Sulpice et Bordeaux-Cartierville. Nos élus, c'est important de les mentionner parce que c'est eux qui, donc, lancent le budget participatif. C'est eux qui décident du montant alloué, donc qui ont cette année augmenté le budget à 350 000 $. Donc, au niveau de la Ville de Montréal, c'est Valérie Plante, la mairesse. Et au niveau de l'arrondissement, c'est Mme Émilie Thuillier qui a fait le mot de bienvenue. Et les élus qui, à tour de rôle d'édition, ont fait partie du comité de pilotage, ont chapeauté la démarche. Donc, on a Mme Nathalie Goulet, conseillère de la Ville au niveau du district d'UNSIC, M. Jérôme Normand, conseiller de la Ville au niveau de Sourd-Récollet, Mme Julie Roy, conseillère de la Ville du district de Saint-Sulpice, et Mme Effie Gianou, conseillère de la Ville du district de Bordeaux-Cartierville, qui, cette année, donc, fait partie du comité de pilotage de la démarche et donc chapeaute le budget participatif avec Mme Thuillier. Retour sur la première édition, avant de se lancer dans les détails de la troisième. En 2019, donc c'est la première fois qu'il y a eu de budget participatif. C'était un montant de 250 000 $ en surplus budgétaire. Donc, dans les 3 éditions, on pouvait proposer des projets autant d'infrastructures que d'activités ou de services. Il y a 3 projets qui ont été priorisés et qui ont été réalisés. Donc, vers le futur, vous en avez peut-être entendu parler, c'est un projet qui a été très populaire. Donc, c'est les contenants de recyclage de verre. Il y en a 2 dans l'arrondissement, donc pour aller porter nos bouteilles. Au fil de l'eau, donc les bateaux électriques qui ont navigué sur la rivière des Prairies et les cours d'initiation au plein air d'hiver. Donc, il y a eu 1001 votants ou votantes de 12 ans et plus. Donc, le vote, c'est 12 ans et plus dans l'arrondissement. C'était presque 1 % de la population. On dit que pour une première édition, 1 % de votants, c'est un succès parce que c'est une démarche qui n'est pas connue, qui est à faire connaître. Donc, pour une première édition, ça vient des études aux États-Unis, qui en a dans plus de 80 villes, là, des budgets participatifs. Et c'est vraiment dans le temps que la participation se construit. Donc, vous allez pouvoir devenir des ambassadeurs en parlant autour de vous. Donc, deuxième édition, 2020-2021, c'était encore 250 000 $ du surplus budgétaire. Les 3 projets priorisés, c'était Rendez-vous avec la rivière. Donc, c'est un espace de détente pour profiter des berges là, au parc des Bateliers, si je ne me trompe pas. Les rencontres qui portent fruit, donc 2 espaces fruitiers en permaculture qui vont être réalisés sous peu. Et la comédie mobile, donc 4 prestations théâtrales là, qui circulent dans les espaces publics de l'arrondissement. Et là, le vote a doublé, donc 2024 votants de 12 ans et plus toujours, donc presque 2 % de la population. Donc, vous voyez que ça se construit dans le temps, le budget participatif. Et nouveauté, bien, on avait rajouté plus d'activités comme la rencontre d'informations sur le vote, qui a été très utile pour faire connaître le vote et mobiliser. Puis, des actions qu'on a faites sur le terrain pour faire voter les gens. Donc, il y avait un vélo kiosque là, qui se promenait pour informer du vote. Puis, Mme la mairesse avait donc fait une vidéo en début de démarche pour faire connaître le budget participatif.
Avez-vous des questions pour cette première section avant qu'on passe aux spécificités de la troisième édition? Ça va, parfait. Donc, finalement, il y aura 3 périodes de questions. Tout semble très clair. OK, parfait. Je suis contente. Donc, la troisième édition, le montant donc, a augmenté à 350 000 toujours en surplus budgétaire. Donc, vous pouvez proposer tant des aménagements que des cours, des événements, des ateliers. Nouveauté, il y aura un groupe jeunesse qui sera accompagné pour avoir... il y a des stratégies de mobilisation pour les jeunes. Donc, il y aura un accompagnement d'un groupe jeunesse pour récolter des idées, des projets par les jeunes et pour les jeunes. Retour des ateliers en personne, on a dû faire la démarche l'année passée en virtuel. Et donc là, pour les ateliers de collecte d'idées à venir, vous allez voir les dates dans les prochaines diapositives. Il y en a en ligne, il y en a 2 en personne. Et les ateliers de développement de projet, on va les faire en 2 ateliers cette année au lieu d'1. Ça va donner plus de temps. Donc, un atelier où c'est la sélection des idées qui va être faite et un atelier où ces idées-là vont être développées en projet. Donc, l'échéancier. Donc, octobre a débuté hier la collecte des idées. On va avoir les détails par la suite. En novembre, les professionnels de l'arrondissement vont avoir le temps pour les analyser, les idées, et rendre clairs les résultats. Donc, quelle idée est admissible et pourquoi? Quelle idée est peut-être admissible et quel changement on doit faire pour la rendre admissible? Et quelles idées ne sont pas admissibles et pourquoi? Et ça sera rendu public. Comme dans les 2 premières éditions, vous pourrez retrouver votre idée et le résultat. Et ça, c'est très éducatif d'année en année, donc on peut déposer différemment son idée. Donc, janvier, février, les idées seront sélectionnées et développées en projet. Vous serez invité aux ateliers. Donc, vers la fin février jusqu'à avril, les professionnels vont donc analyser les projets qui auront été développés. Et donc, le vote aura lieu de la mi-mai à la mi-juin et réalisation des projets en 2024-2025. On a un petit mot pour vous dire qu'il y a 2 démarches de budget participatif qui ont lieu en même temps. Nathalie, n'hésite pas à intervenir au besoin. Donc, a commencé hier le budget participatif d'Unsi-Cartierville avec la collecte d'idées jusqu'au dimanche 6 novembre. Et en même temps, va débuter très rapidement le budget participatif de la Ville de Montréal. Donc, ça va faire vraiment 2 démarches en parallèle. Là, nous, on est au niveau de l'arrondissement et il y a la Ville-Centre qui va faire son budget participatif. Donc, c'est un autre niveau. Il y a 2 paliers de gouvernement à Montréal, celui des arrondissements puis celui central qui gère l'ensemble des 19 arrondissements. Et donc, le type d'idée que les thématiques un peu, ce n'est pas vraiment des thématiques, mais où genre les grands objectifs, là, c'est d'Unsi-Cartierville, c'est d'améliorer les milieux de vie pour l'ensemble de la communauté de l'arrondissement. Au niveau de la Ville de Montréal, c'est faire de Montréal une ville plus verte, résiliente et inclusive. Donc, vous pouvez trouver les informations sur la démarche d'UNSIC sur réalisonmontréal.ca/budget participatif AC3, donc pour Unsi-Cartierville 3e édition. Et pour celui du budget participatif de Montréal, c'est le même site réalisonmontréal.ca parce que c'est le site où il y a toutes les démarches participatives de la ville qui y sont. Donc, il y a une page dédiée au budget participatif Montréal, donc MTL. Donc, pour trouver les informations différentes et vous aux besoins. Le vote va avoir lieu plus tard au niveau de la ville en septembre. Et dans le fond, donc, si vous voulez rester informé, vous pouvez vous abonner aux 2 infolettres. L'infolette de Unsi-Cartierville, et donc vous allez recevoir des informations spécifiques à Unsi-Cartierville pour vous suivre chaque étape dans le bon échéancier, des rappels pour vous inscrire quand les résultats par exemple, les idées admissibles ont été analysées, voici les résultats, vous allez être informés. Puis vous pouvez aussi vous inscrire à l'infolette de la Ville de Montréal pour avoir les informations spécifiques. Puis, ne vous inquiétez pas, on va vous accompagner, je dis on, là, mais l'arrondissement va vous accompagner, le Centre d'écologie urbaine parce qu'on va animer les ateliers.
Puis je te cède la parole après, Nathalie. Dans les ateliers, on va vous accompagner pour pas que vous soyez mélangés. Donc, tout ça va être pris en charge. Vas-y, Nathalie. Bonsoir, oui, justement, je souhaitais ajouter un petit point. Moi, c'est Nathalie Française, donc chargée de conseillère en planification, consultation publique à l'arrondissement d'Annecy-Cartierville. Simplement, vous mentionnez qu'on va faire des efforts pour que les idées ne soient pas perdues. On fera cheminer certaines idées, l'action les reçoit dans notre budget participatif. Vous inquiétez pas, on les fera cheminer vers le budget participatif Ville-Centre si on les reçoit. Puis, n'hésitez pas à nous contacter via le formulaire qui se trouve à l'écran. Je me ferai un plaisir de vous répondre si vous avez de la difficulté à distinguer les critères d'admissibilité d'une démarche ou ceux de l'autre. N'hésitez pas. Voilà, donc si vous déposez une idée qui, par exemple, dépasserait le budget d'Annecy-Cartierville, mais pourrait répondre au budget qui va être plus grand de Montréal, ben, au lieu de la mettre non admissible cette année, ben, elle sera véhiculée dans le budget participatif de la Ville de Montréal. Mais ça, c'est l'arrondissement derrière qui va s'occuper de ça, donc vous n'avez pas à vous casser le coco avec ça. Là, c'est bien la période de questions. Est-ce que cette fois-ci, vous en avez? Oui, Ouais, Monsieur Urtubise. ouais, c'est Sabourin. Sabourin, ah, parfait. C'est écrit, oui. C'est juste que j'ai remarqué que dans les 2 premières années, il y avait seulement 3 projets qui ont été acceptés. Je comprends que c'est des projets majeurs avec du financement en conséquence. Hein. C'est pas du saupoudrage de plusieurs projets, c'est ça? Ça va dépendre de... Ça peut être différent chaque année si les idées qui sont proposées puis les projets développés ont des petits budgets ou des gros budgets. Là, ça a donné qu'il y avait à chaque édition des projets avec des budgets assez d'ampleur qui ont été priorisés par le vote. Donc, le budget diminuait vite, mais c'est déjà arrivé sur des territoires que ce soit que des projets avec des plus petits budgets qui soient proposés. Donc, automatiquement, il y en a plus qui sont financés. Donc, ça peut être une surprise à chaque année. Mais sachez qu'avec le coût de l'inflation, là, les coûts des projets montent vite. OK. C'est vite atteint un 350 000 $. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaises questions. Oui, j'ai une question. Je cherche la petite main là, pour la lever, mais enfin... C'est bon, oui, allez-y. Alors, je suis curieuse de savoir comment ça fonctionne. Les gens expriment des idées, mais est-ce que quand on dépose un projet ou une idée, il faut arriver avec quelque chose d'un peu élaboré, un budget, une description, des partenaires, je ne sais pas quoi? Justement, on a une diapositive avec toutes les informations demandées. Ah, d'accord, parfait. Donc, vous pouvez, une fois que je l'aurai passé, vous pouvez reposer votre question si jamais ça n'a pas répondu à toutes vos questions. Parfait, merci. Ce que je peux vous dire maintenant, c'est que ce n'est pas trop poussé pour ne pas vous empêcher de déposer des idées. Dans certaines villes et en Europe, beaucoup, on demande à la population de chiffrer les projets. Ici, ce n'est pas comme ça parce qu'on veut pas, c'est pas donné à tout le monde de connaître des coûts. Donc, on ne demande pas ça. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Est-ce qu'on avance vite? Oui. Probablement que vous allez nous dire tantôt qui peut présenter des projets. Oui, on va le dire. D'accord. Bon, ben allons-y alors, puis ça laissera plus de temps pour des questions après si jamais là, on n'a pas tout couvert. Donc, la collecte d'idées. Donc, c'est du mardi 11 octobre, donc hier jusqu'au dimanche 6 novembre. Qui peut participer? C'est vraiment l'ensemble de la communauté d'Annecy-Cartierville qui est invité à déposer des idées. Donc, il n'y a pas de limite. Vous pouvez, peu importe l'âge, peu importe, vous pourriez être bénévole depuis 30 ans à Annecy qui a déposé une idée, même mais habiter ailleurs. Dans le fond, c'est tous ceux qui aiment Annecy, Cartierville et qui ont des idées pour son avenir. Parce que vous y travaillez depuis longtemps, parce que vous représentez un organisme. Les organismes peuvent aussi déposer des idées, il n'y a pas de limite. Parce qu'il y a plein d'organismes qui font beaucoup de réflexions avec des membres et donc
des idées qui émergent de leurs membres et ils peuvent en déposer. Cependant, ce n'est pas une démarche d'organisme, donc c'est pas l'organisme n'est pas associé à cette idée-là et ce n'est pas lui, si le projet est retenu, qui va nécessairement réaliser l'idée. Là, c'est vraiment une démarche citoyenne. Mais il n'y a pas de limite au niveau de la collecte d'idées. Le vote, vous verrez plus tard, par contre, est réservé aux résidents du territoire de 12 ans et plus. Comment soumettre une idée? Donc, vous pouvez le faire de 3 façons pour cette édition-ci. Donc, via le formulaire en ligne qui est déjà disponible sur le site realisonsmontréal.ca/budget participatif AC3. En participant aux ateliers de collecte d'idées en ligne et en personne. Donc, ça, c'est vraiment le fun si vous voulez discuter avec d'autres des idées pour les bonifier ou si même vous n'avez pas d'idées puis que vous voulez venir, puis en participant, peut-être qu'il y a des idées qui vont venir ou juste aider une autre personne à bonifier son idée. Donc, on va voir les dates tout de suite après. Et même une boîte vocale où vous pouvez laisser votre idée en message ou si ça coupe trop vite, laissez vos coordonnées, puis on va vous rappeler. Donc, 514-282-8378 au poste 6714. Les informations sont sur Réalisons Montréal, donc vous n'avez pas besoin de noter le numéro tout de suite. C'est en ligne. Voilà. Donc, les ateliers. Le premier est lundi soir, en virtuel, de 19h à 21h30. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant et on vous invite à le faire en grand nombre pour qu'il y ait une bonne participation et qu'on puisse faire plusieurs petits sous-groupes là, qui vont développer différentes idées. Et on vous invite à en parler autour de vous pour qu'il y ait une bonne participation. Parce que vu qu'on les annonce, là, on est un peu dernière minute, on vous invite à mobiliser pour qu'il y ait des gens présents. Le 19 octobre, donc mercredi prochain, à la Maison de la Culture Ontic, ce sera un atelier en personne. Donc, pour ceux qui préfèrent travailler sur du papier et discuter en personne. Et le 2 novembre, de 19h à 21h30, toujours, c'est 2h30 les ateliers, au YMCA à Cartierville. Est-ce que ça te va comme ça, Nathalie? Très bien. J'ai aussi mis dans le chat le lien vers la page Réalisons Montréal. Super, merci. Et je m'excuse, je pense que je renifle beaucoup, j'ai la grippe. Je suis désolée. Donc, les informations qu'on met sur le formulaire de dépôt d'idées, vous allez voir, c'est assez simple pour être sûr que tout le monde puisse vraiment déposer des idées. Donc, on veut un titre pour votre idée, peut-être qu'un titre punché là, qui peut donner le goût éventuellement si ça se ramasse sur le bulletin de vote. Donc, pour donner le goût à tous de voter pour l'idée. Par contre, ça se peut qu'il soit un peu modifié le titre en cours de route. Description de 1 ou 2 phrases claires. Donc, on ne veut pas des romans. Ce qu'on veut, donc, par exemple, réalisation de 2 projets d'espace fruitier en permaculture pour améliorer la sécurité alimentaire et qu'il y ait la tenue d'activités de sensibilisation. Ou tenue de 4 prestations de théâtre de rue dans les parcs ou espaces publics de l'arrondissement dans l'objectif d'améliorer l'accès à la culture. Donc, ça, c'est suffisant comme information au niveau de la description. Si c'est des romans, ça va être raccourci en cours de route là, durant les ateliers par les participants. Parce que dites-vous que sur le bulletin de vote, il n'y aura pas bien plus d'espace que ça pour une description. Si vous commencez par un verbe d'action, ça aide. Aménager une place publique, installer des supports à vélo, ça l'aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Ensuite, on vous demande quelques équipements qui seraient nécessaires pour réaliser l'idée ou quelles activités ou services. Donc, par exemple, si vous avez parlé d'espace fruitier, bien là, on a besoin d'arbres, arbustes, végétaux indigènes et rustiques en bac, des équipements de jardinage, une entrée d'eau. On veut que ça devienne concret. Ça va être plus facile à analyser l'idée. Pour ce qui est des prestations théâtrales, bien, on veut payer le salaire des troupes de théâtre ou de cirque, peut-être une petite scène démontable, si ça entre dans le budget. Voilà.
Les points forts de l'idée, donc à quel besoin on veut répondre, quel bénéfice ça va apporter. Ça, c'est important, ça aide à comprendre votre idée et surtout pour les professionnels qui vont l'analyser. Si jamais votre idée, ils ne la jugent pas totalement admissible, peut-être cet équipement-là n'est pas réalisable par l'arrondissement, mais ils vont pouvoir proposer des alternatives et vous dire comment la rendre réalisable. Donc, ça va aider. Ils vont être capables de comprendre vraiment votre intention et de proposer des alternatives là, qui ont du sens. Et ensuite, le lieu visé par l'idée. Donc, soyez le plus précis possible pour aider l'analyse. Ça peut être soit un lieu très précis, là, comme le parc Beau Séjour, mais ça peut être aussi un secteur, ça peut viser le quartier Saint-Sulpice. Si c'est un projet, par exemple, d'installer des micro-bibliothèques dans plusieurs espaces publics, bien, ça peut être pour tout le quartier Saint-Sulpice. Donc, ça peut être aussi des secteurs, mais essayez d'être précis. Donc, est-ce que, Diane, ça répond à votre question au niveau des informations à donner? Oui, oui, je trouve ça très intéressant, puis j'aime bien les limites d'espace qui sont mentionnées. Alors, non, je trouve que c'est bien, ça permet d'exprimer clairement une idée. Oui, merci. Merci. Donc, c'est les professionnels qui vont chiffrer les coûts des projets à ce moment-là. Pour les organismes et tous ceux qui aimeraient animer de leur côté en parallèle des ateliers de collecte d'idées que propose l'arrondissement, qui voudraient en animer, on a rendu disponible sur Réalisons Montréal une trousse pour animer un atelier. Donc, vous pourrez vous réunir avec vos voisins et vous faire un petit atelier de collecte d'idées, puis après ça, les déposer en ligne sur la plateforme. Donc, il y a un guide d'animation qui vous propose une formule à suivre et des formulaires de collecte d'idées que vous pouvez vous imprimer si vous voulez, les remplir ensemble, puis après ça, les mettre sur la plateforme. Avec des feuillets explicatifs. Le PowerPoint de ce soir va pouvoir y être ajouté. Donc, il y a sur le site Réalisons Montréal, il y a la section documents. Et dans cette section-là, vous pourrez à la fin là, trouver la trousse d'animation. Donc, les fameux critères d'admissibilité. Donc, quel projet on peut déposer? On essaie de les illustrer toujours pour rendre ça concret. Il y en a 10. Donc, d'abord, les projets doivent avoir une valeur entre 10 000 et 250 000. Je vous rappelle, le montant total est 350 000. On met une limite à 250 000. Comme ça, il y aura au moins 2 projets qui seront réalisés cette année. Puis 250 000, ça permet de proposer des projets quand même structurants qui vont avoir un bel impact collectif, mais d'en faire au moins 2. Donc, des exemples de projets qui rentrent dans le budget, bien, des jardins collectifs en bac, c'est possible, c'est des installations qui entrent dans les coûts, mais versus un jardin communautaire. Jardin communautaire où il faut creuser le sol, où on est plus dans des lots individuels. Les jardins collectifs, c'est des bacs où on est plusieurs à cultiver, à se partager les récoltes. Dans les jardins communautaires, souvent, ça n'entre pas là, dans toutes les démarches de budget participatif, c'est vraiment cher. Plus cher que ça à aménager. Rafraîchir des espaces avec des brumisateurs, installer des lumières, des éclairages festifs dans certaines places publiques. Ça, c'est des projets qu'on peut déposer. Mais on ne peut pas installer un support à vélo et une borne de vélo seulement. Ça serait en bas de 10 000 $. Donc, ce qu'on vous dirait après l'analyse, c'est peut-être admissible si un projet un peu plus d'ampleur est développé. Donc, ça serait installer plusieurs supports à vélo, plusieurs bornes de réparation pour desservir le quartier Saint-Sulpice, par exemple. Donc, on évite avec ça, puis vous verrez, c'est un des critères d'admissibilité plus loin, les projets individuels. Donc, moi, je veux une borne devant chez moi, un support à vélo devant chez moi. Aménager une piscine, c'est des millions de dollars. Des saillies de trottoirs, c'est très cher. Des marchés publics, il y a beaucoup de coûts d'opération, les marchés publics. Donc, des salaires d'employés. Les projets doivent se réaliser dans l'arrondissement. Donc, ça ne peut pas être au nord de la 40, on tombe dans Villeray, passer le bois de Serre-Aguet, on tombe dans Pierrefonds-Roxborough. Sinon, il y a Ville-Saint-Laurent, puis Montréal-Nord au nord-est. Et aussi relever la juridiction de l'arrondissement. Donc, les projets doivent être situés dans les espaces publics de l'arrondissement
Et dans ces propriétés aussi, comme la bibliothèque, les centres communautaires. Donc, on parle des parcs, quand on parle des parcs locaux. Il y a des parcs qui appartiennent à l'arrondissement, puis il y a des parcs qui appartiennent à la ville-centre, au service des grands parcs. Donc, le parc nature d'Île de la Visitation ne peut pas être investi par des projets. Et le bois de Saraguet non plus, ça n'appartient pas à l'arrondissement, donc c'est important de le mentionner. Les terrains vagues là, qui appartiennent aux chemins de fer, mais qui sont à l'abandon depuis 10 ans, c'est pas possible. Les autres paliers de gouvernement, il peut y avoir certains projets sur des terrains qui ne sont pas à l'arrondissement s'il y a une entente qui est obtenue avant le vote. Mais ça arrive vite. Donc, quand on est sur des terrains du Canadien Pacifique ou du Canadien national pour les chemins de fer, c'est très, très long. C'est des dizaines d'années d'avoir des ententes avec ce genre d'institutions-là. Donc, c'est presque impossible. Les terrains d'Hydro-Québec aussi, c'est difficile, même si il y a des idées qui s'en viennent sur les terrains d'Hydro-Québec, peut-être un jour, mais pour l'instant, c'est très difficile. Parfois, certains autres paliers de gouvernement. Donc, les cours d'école, c'est de la CSDM, c'est des ententes à avoir avec la CSDM. Ou, donc, ça peut être difficile à réaliser. Donc, les projets doivent pouvoir être réalisables dans les 2 ans suivant le vote parce qu'un des objectifs du budget participatif, c'est de voir rapidement le fruit de notre participation. Donc, les projets votés sont réalisés dans les 2 ans suivant le vote, c'est super le fun. Donc, tout ce qui est des projets qui peuvent se réaliser facilement, là, les cours de yoga pour aînés, installer du mobilier de détente dans un parc, pas de S, des activités familiales, interculturelles, ça va. Mais tout ce qui, comme je le disais tantôt, qui demanderait des autorisations qui seraient trop longues à avoir ou des études, comme par exemple, il faudrait mener une étude pour savoir si le terrain doit être décontaminé ou pas, à part de faire exploser les coûts, là, parce que la décontamination ne rentre pas dans 350 000 $, ben, c'est toutes des choses qui empêcheraient le projet d'être admissible. 5, donc, un projet peut être financé sur au plus 2 années. Donc là, quand on est plus dans ce qui est des activités, donc des prestations théâtrales, des activités de sensibilisation des cours, le budget pourrait être mis sur 2 ans. Ça permet de faire des projets pilotes, parfois faire des essais et de le permettre d'exister sur 2 ans. Comme, par exemple, au Plateau Mont-Royal, il y a une bibliothèque d'outils. C'est un des projets qui a été retenu. Et donc, il y a un financement qui va être fait sur les 2 premières années, mais après, l'organisme qui le réalise doit assurer sa pérennisation. Et ça permet de tester une innovation là, sur 2 ans, puis après de le laisser vivre par la communauté. Donc, on est plus dans tout ce qui est activité. On ne peut pas demander à ce que 2 terrains de volley-ball soient installés 2 années de suite. Ce n'est pas ça. Là. Quand c'est une infrastructure, c'est réalisé 1 année. Une infrastructure, c'est durable sur plusieurs années. Ensuite, viser l'intérêt collectif. Donc, j'ai commencé à le mentionner. Les projets ne sont pas là pour avantager une seule personne ou un petit groupe. Donc, aménager un espace de rencontre intergénérationnel, c'est ça qu'on vise, par exemple, mais pas, comme je le disais, planter un arbre devant chez moi ou mettre des bacs de jardinage dans un espace très peu fréquenté où quelques voisins vont y avoir accès. Il y aura une période de questions qui va suivre là, pour s'assurer que vous ayez bien compris. Donc, les projets doivent être cohérents avec les plans et politiques de l'arrondissement, ces orientations. Donc, on ne peut pas proposer un projet qui irait à l'encontre, par exemple, du plan local de développement durable. Donc, on ne peut pas proposer des forages pétroliers, par exemple. Donc, il faut respecter les planifications qui s'en viennent au niveau des aménagements des parcs, etc. Ne pas être déjà en cours d'exécution. Donc, le budget participatif n'a pas pour but de financer un projet qui serait déjà financé. Donc, si pour un parc, il y a une planification en cours, donc on est en train de planifier qu'est-ce qu'on va y mettre comme nouveaux équipements, puis qu'on prévoit déjà d'y installer des tables de ping-pong, bien, si quelqu'un a déposé une idée de table de ping-pong dans ce parc-là, il y a déjà un budget
qui est prévue, c'est déjà en planification, ça va pouvoir être couvert par le budget. Donc, elle va être jugée non admissible, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bonne, l'idée. C'est qu'elle va être déjà une planification prévue. Il y a déjà un budget qui va y être attribué ou elle est déjà en cours de réalisation. Aussi, les programmes d'initiative citoyenne qui couvrent déjà le projet, comme par exemple les ruelles vertes. Donc, la population a déjà la possibilité de déposer des demandes pour des ruelles vertes via un programme qui est dédié. Bien, le budget participatif ne va pas financer des ruelles vertes. Voilà. Par contre, vous pouvez proposer des activités complémentaires. Donc, si j'invente, il y a déjà une offre de cours de yoga sur le territoire, mais il n'y en a pas pour les aînés et que quelqu'un propose de bonifier, de compléter l'offre avec des cours de yoga pour les aînés, bien, cette portion-là, pour aînés, pourrait être admissible parce qu'elle vient bonifier une offre existante. Donc, on ne refinance pas, on complète. Enfin, les deux derniers. Donc, ne pas générer des frais de fonctionnement supérieurs à 5 par an du montant investi. Quoi? Donc, quand on parle là, pour pas les activités, pas les services, les infrastructures que la ville, que l'arrondissement va installer. Là. Donc, on parle des terrains de volley-ball, des buts de soccer, vraiment les aménagements, là, les mobiliers à installer, là, les constructions. Il ne faut pas qu'il y ait trop, plus que l'entretien de base. Donc, que d'ici 40 ans, ben, l'arrondissement est réparé quand il le faut de temps en temps, les filets de volley-ball, les poteaux. Ça, c'est correct, mais pas l'achat d'un autobus. Ça, c'est avant qu'on soit, qu'on devienne écologique. L'achat d'un autobus pour les organismes du milieu, parce que là, le salaire du chauffeur, l'essence, le coût de l'essence, l'assurance, bien, ça, c'est des frais qui montent vite, 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 vite. Puis le budget participatif va financer l'achat de la voiture, mais ne va pas donner un autre budget pour payer le salaire sur plusieurs années du chauffeur, puis le gaz, puis etc. Donc, vous comprenez que faut que l'installation ne requiert que l'entretien minimum. Donc, des toilettes auto-nettoyantes aussi, c'est aller porter de papier de toilette, etc. Ça fait beaucoup. Auto-nettoyant, je ne sais pas si ça ne s'écrit pas comme ça, mais bon. Être réalisé par la population, donc via un organisme mandaté ou par l'arrondissement selon les projets. Donc, si c'est des infrastructures, les terrains de volley-ball, le mobilier urbain, c'est l'arrondissement qui va les installer. Pour tout ce qui est activités, services, ça peut être un organisme qui les réalise. Donc, et qui aide un groupe de la population qui fait appel à ceux qui ont participé là, pour les aider à réaliser le projet. Donc, dans les projets que vous proposez, il peut y avoir une portion d'équipement, comme par exemple, ça prend des bacs de jardinage et ça prendrait le salaire d'une ressource pour coordonner les bénévoles qui vont faire le jardinage. Donc, il faut proposer ces deux types-là d'équipement et l'organisme ne pourra pas être associé au projet avant le vote pour des raisons d'éthique. Donc, si le projet est voté, bien là, l'arrondissement va voir est-ce qu'ils vont en appel d'offres et là, il y a plusieurs organismes qui peuvent se proposer ou est-ce qu'ils vont dans des ententes pour des questions d'éthique. Est-ce que vous avez des questions? Et au besoin, on reviendra dans les diapositives là, sur les critères précis. Ah bien, ça semble clair, c'est super. Je ne sais pas s'il y a des questions qui vous viennent. On est vraiment en avance dans le temps, donc vous pouvez m'interrompre. Oui, Diane. Qui vote? Tous les gens qui présentent des projets ou des gens même qui ne présentent pas de projet? On y arrive pour le vote. Ah ben écoute, donc, je suis toujours en avance. Bien, c'est correct, ça démontre tout votre enthousiasme. Vous avez hâte de voter, je le sens. Vous avez hâte qu'on soit rendu au vote. Non, mais c'est parce que je me note des questions au fur et à mesure, mais là, ça va. C'est parfait. On y arrive. Donc, je vous rappelle comment participer à chaque étape, puis on va rentrer dans les détails du développement de projet et du vote. Donc, dès maintenant, à la collecte d'idées. Donc, en ligne, en atelier ou sur la boîte vocale. Développement de projet en janvier-février. Donc, inscrivez-vous à l'infolette pour avoir des rappels.
Donc, pour prioriser les projets et les développer collectivement, et le vote de la mi-mai à la mi-juin. Et parlez-en autour de vous du vote, c'est bien important. Donc, je viens de le dire. Pardon. Mon Dieu. Donc, le développement des projets peut vraiment que se faire en atelier. Donc, si vous voulez prendre part, c'est vraiment important que vous vous inscrivez aux ateliers. Donc, vous allez avoir des rappels si vous vous inscrivez à l'infolette. Donc, un premier atelier pour prioriser les idées et un deuxième pour les développeurs en projet. Donc là, tout le monde qui habite le territoire peut participer à ces ateliers-là, peu importe l'âge, peu importe le statut de citoyenneté. Là, vraiment, on peut être résident permanent, on peut être étudiant étranger. Si vous habitez le territoire, vous pouvez participer au développement des projets. S'il y a des organismes qui sont présents, mais ils acceptent de laisser la place aux citoyens autour et au développement collectif de toutes les idées. Le vote, donc, c'est tous les habitants de l'arrondissement de 12 ans et plus qui peuvent voter. Donc, ce qui est fun, c'est que le budget participatif, ça ouvre la démocratie, si on peut dire ça comme ça, à un plus grand nombre. Donc, 12 ans et plus. Donc, pour les jeunes, ça peut être un premier vote. Et aussi, comme je l'ai dit, pour la phase de collecte d'idées de projet, tous les habitants, donc on n'est pas obligé d'être citoyen canadien là, pour voter. Donc, ça peut être une première expérience de vote pour plusieurs personnes. Et donc, ça va être un vote en ligne sur la même plateforme raisonmontréal.ca et aussi par bulletin de vote papier, les endroits précis seront annoncés. Il y aura aussi des activités là, sur le terrain de vote comme l'année passée avec le vélo kiosque. Et donc, de la mi-mai à la mi-juin, les dates précises vont être ajoutées dans les semaines précédentes en avril. Est-ce que ça répond à votre question? Parfait. Donc, c'est tout pour les informations qu'on avait à vous donner. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Oui, Claude. Juste une petite interrogation sur le fait que c'est des 12 ans et plus qui peuvent voter. Un petit peu jeune, je ne sais pas, quelle est la règle? C'est une discussion. Il y a un comité de pilotage qui est créé à chaque année avec des représentants du milieu, donc les 2 tables de quartier et des citoyens. Il y a eu, dans les premières éditions aussi, il y avait une dizaine d'organismes du milieu, là, des tables d'organismes aînés, d'organismes soutien aux nouveaux arrivants, organismes jeunesse, dont le conseil jeunesse qui était représenté. Et il a été choisi 12 ans et plus parce que c'est l'âge, on entre au secondaire, mais c'est l'âge aussi où il y a des conseils jeunesse, où on commence... c'est un exercice de citoyenneté pour voter. Donc, c'est ça, s'ajuster un peu avec les conseils jeunesse qui existent. Puis, donc, c'est vraiment un comité de pilotage là, qui a défini toutes les règles de la démarche avec des représentants du milieu et des citoyens. C'est une bonne question, merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Moi, Oui. ce que je comprends, c'est que dans un premier temps, on n'a pas à se préoccuper de qui va financer puis comment. C'est juste l'élaboration d'idées qui va être élaborée par la suite, c'est ça? Exactement, c'est ça. Donc, les professionnels vont chiffrer et c'est l'arrondissement qui va financer à hauteur de 350 000 $. Mais si l'idée doit être pérenne dans le temps, se pérenniser dans le temps, bien là, et parce qu'elle est menée par un organisme, ce sera à l'organisme d'en assurer la pérennisation. Mais pour ce qui est des infrastructures, bien, ils ont une durabilité de plusieurs années dans le temps. Donc, ça, c'est l'arrondissement. Diane, c'est une nouvelle main qui est levée? Oui, c'est une... Excusez. Là. Oui, c'est ça. C'est que un individu... si un organisme présente un projet qui est soumis par des gens de l'organisme en question, il n'y a rien qui dit que l'organisme va être requis pour le réaliser. C'est les idées qu'on cherche. C'est ça, c'est les idées qu'on cherche. On ne voulait pas... Voulez-vous l'envoyer? Le comité de pilotage ne voulait
pas limiter la collecte d'idées, ne voulait pas empêcher les organismes. Et c'est ce que nous, le Centre des collèges urbaines, qu'on a une expertise depuis 15 ans sur le budget participatif, on recommande aux municipalités qu'on accompagne de ne pas limiter la collecte d'idées. Parce que ce qu'on veut, c'est des idées, des bonnes idées. Et après ça, ben, c'est la population, en priorisant les idées, en faisant vraiment un exercice de points forts, limites de chaque idée, qui va les prioriser, les développer. Puis c'est le vote populaire qui va décider au final, là. Donc, ce qu'on veut, c'est bien, comme vous l'avez mentionné, c'est des idées qu'on peut avoir. Par exemple, les organismes, par contre, peuvent être présents durant les ateliers pour aider à la priorisation et dire « Ah, ben nous, c'est vraiment une idée qui répond à un besoin qu'on a identifié avec nos membres. Ça peut être intéressant, ça peut être un bel apport. Encore une question. Oui. Excusez-moi. Ben, c'est ça. J'imagine que si un individu présente un projet en pensant que c'est un projet d'immobilisation, par exemple, Oui. qui pourrait être réalisé à la grandeur de l'arrondissement, mais que le personnel, les fonctionnaires et tout ça, considèrent que c'est trop. Est-ce qu'on peut garder l'idée puis peut-être faire un projet pilote dans un secteur en particulier? Oui, donc ce qui va arriver, c'est que l'idée va être jugée peut-être admissible et l'explication va être qu'elle dépasse le budget. Et donc, pour être admissible, elle doit être réduite. L'ampleur doit être réduite. Donc, quand l'exercice de priorisation des idées va avoir lieu, bien, on va avoir le résultat de l'admissibilité de chaque idée et l'explication, ce qu'il faut faire pour la rendre admissible. Et ça va nous guider dans nos choix. On va pouvoir se dire, est-ce que cette idée-là, on ferait bien de la conserver parce qu'elle est facilement modifiable ou non, parce que là, il faut tellement la modifier que ça la dénature. Donc, par exemple, si vous proposez des micro-bibliothèques dans les espaces publics de tout l'arrondissement, ça va peut-être, je ne connais pas les coûts, mais dépasser 350 000 et peut-être qu'ils vous diront, bien, peut-être qu'on peut le faire, on peut en mettre 50 dans l'Est, 50 dans l'Ouest pour être équitable, mais dans des plus petites portions, là, tu sais, dans des... Donc, je vais prendre une question par écrit. Pouvez-vous donner des détails sur les 3 séances à venir? Faut-il assister absolument à une ou à plusieurs? Est-ce une occasion de tester ces idées? Toutes les activités sont pareilles. La seule différence, c'est qu'il y en a une en ligne et il y en a 2 en personne. Donc, c'est sensiblement la même animation, mais il y en a une qui est en ligne et 2 en personne. Donc, vous n'avez pas à venir à toutes. Si vous venez à une, c'est suffisant. Par contre, si vous voulez venir à toutes, vous êtes le ou la bienvenue. Oui, c'est une occasion de tester ces idées. Donc, on va vivre un peu le même processus. On va faire un remue-ménage. Donc, les personnes présentes vont donner, selon le temps qu'on a, 1, 2, 3 idées, ça va nous donner une banque d'idées. Ensuite, on va les prioriser. On va regarder lesquelles nous semblent admissibles. Après ça, on va les prioriser, puis on va en sous-groupe en développer quelques-unes. Et ceux qu'on aura développés collectivement, nous, on va les mettre sur Réalisons Montréal dans la banque d'idées. Et ceux que vous n'aurez pas eu le temps de développer ou qui n'auront pas été choisis, bien, vous pourrez aller les mettre sur Réalisons Montréal. Est-ce que ça répond à la question? Vous pourrez me répondre dans le chat. Oui, OK, parfait. Claude. Pour les prochaines rencontres, est-ce qu'ils pourraient être faites en mode hybride aussi ou c'est juste en présentiel? Non, on n'est pas allé l'arrondissement n'est pas allé en mode hybride. Ça requiert beaucoup de ressources, le mode hybride. Oui. Y a-t-il d'autres questions? Oui, je suis curieux. Dans les 2 dernières années, il y a eu 6 projets, d'après ce que j'ai pu comprendre. C'est ça qui ont été... Bon. Est-ce que c'est, dans ces 6 projets-là, est-ce que c'est des initiatives individuelles? Est-ce que c'est des idées qui venaient d'une personne qui ont été choisies ou ça venait d'organismes? Je ne sais pas qui était le porteur de base, hein, parce que les idées sont anonymisées, mais ont toujours été choisies et développées en atelier collectif. Donc, il y a toujours eu une participation de plusieurs pour les développer. OK.
Olivier, est-ce qu'on a un sondage d'évaluation cette fois-ci? Je t'entends pas. Non, Est-ce non, qu'il y on a n'en a d'autres pas. questions? On n'en a pas, OK. Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant le mot de la fin? Donc, Nathalie. Oui, un petit mot pour vous remercier de votre participation à la rencontre ce soir. C'était vraiment très apprécié que vous soyez là. J'ai vu plein de nouveaux visages et personnes qui étaient là pour la première fois. Donc, c'était vraiment, ça faisait plaisir de vous avoir ce soir. J'espère que la présentation va vous donner envie de vous impliquer dans cette démarche d'intérêt collectif, de déposer des idées, puis d'en parler autour de vous. Je vous invite à vous inscrire tout de suite, en fait, aux prochains ateliers de collecte d'idées. Donc, je vous rappelle les dates. C'est le 17 octobre en ligne, c'est lundi. Mercredi, le 19 octobre, à la Maison de la Culture UNSIC, donc en présence, en personne. Et puis, le 2 novembre, au YMCA Cartierville, c'est sur la page de Réalisons Montréal, UNSIC Cartierville, 3e édition. Et puis, vraiment, n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous avez des questions, si vous avez un doute pour déposer votre idée. Et puis, voilà. Puis, merci beaucoup d'avoir été là ce soir et merci à nos partenaires, le Centre d'écologie urbaine de Montréal, Anne et Olivier, qui étaient là, nos agréables animateurs ce soir, pour leur aide tout au long de la démarche. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Merci beaucoup. Merci, Bonne au revoir. soirée. Bonne soirée.